Bonjour à tous, ici Mathieu de la chaîne 2Sats, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez voir, je suis de retour dans mon bureau, c'est-à-dire que le voyage est terminé. Et puis durant ces 3 mois de voyage-là, en fait, c'était beaucoup un voyage pour moi pour voir un peu l'adoption Bitcoin à travers le monde, comment que les gens utilisent Bitcoin. Et je dois vous avouer que j'ai eu des très belles leçons et puis des très belles surprises. Puis je vous dirais en général, ça renforce vraiment ma thèse comme quoi que Bitcoin est la meilleure forme de monnaie que l'humain ait rencontrée. Donc en gros, la vidéo aujourd'hui va être séparée en 2 parties. La première partie, ça va être vraiment de vous expliquer quelle a été mon expérience avec Bitcoin durant mon voyage, c'est-à-dire d'utiliser Bitcoin comme mode de paiement d'une manière très simple. Et puis également, la deuxième partie du vidéo va être un peu de vous partager la réalité terrain des différents pays, qu'on voit par exemple que la réalité des gens sur place sont grandement affectés par la qualité de leur monnaie. Parce que j'ai eu la chance par exemple de voyager au Salvador, au Costa Rica, en Argentine, au Chili, au Nicaragua. Et puis c'est tous différents pays que je dirais que leur relation avec leur monnaie fiduciaire est relativement assez différente. Puis je crois qu'il y a des parallèles qui sont très intéressants d'identifier, puis qui nous donnent un peu une leçon de non seulement, oui, Bitcoin, c'est une très bonne monnaie pour faire ses dépenses, pour pouvoir voyager, mais également de voir un peu la réalité terrain de comment qu'une monnaie fiduciaire peut grandement affecter la qualité de vie des gens qui habitent ce territoire. Donc, premièrement, pour débuter, un argument qui est assez facile pourquoi Bitcoin est la meilleure forme de monnaie, puis c'est quelque chose que je vous avais déjà introduit auparavant, c'est qu'en fait, Bitcoin, contrairement à cette carte du monde qu'on voit que toutes les devises sont vraiment fragmentées de pays en pays et que c'est super dur d'utiliser, par exemple, un dollar canadien en Chine ou par exemple de l'argent chinois, donc le yen, par exemple en Argentine. Donc c'est pas des monnaies qui sont nécessairement compatibles, alors que comme ici je vous avais déjà montré, mais en fait la réalité de Bitcoin, c'est que Bitcoin est utilisable réellement partout, d'une manière complètement libre. Puis ce que je veux dire ici, c'est un élément que j'ai montré de manière directe dans des courts vidéos que j'ai publiées justement sur YouTube. Vous voyez ici ces 3 vidéos-là. En fait, c'est moi qui paye en Bitcoin mes biens et services du jour le jour, ou du moins qui montre des exemples concrets de comment utiliser Bitcoin dans différents pays. Donc si on réalise très rapidement que Bitcoin, que ce soit d'une manière directe, par exemple ici au Salvador, via le Lightning Network, ici en Argentine, c'est plutôt pour utiliser par exemple Bitcoin pour acheter des cartes cadeaux ou payer notre carte de crédit après qu'on ait dépensé, ou au Costa Rica, grâce à SynPay Mobile, qui est un peu l'équivalent d'un virement SEPA ou d'un virement Interac pour les Canadiens. Mais ce que je veux dire ici, c'est que Bitcoin, dans tous les cas, a toujours été utilisable pour pouvoir payer ses biens et services. Donc vraiment, Bitcoin, contrairement ici à cette carte, malheureusement, mes dollars canadiens m'ont pas aidé à payer mes services, par exemple, ici en Argentine. Oui, c'est vrai, j'aurais pu aussi rembourser ma carte de crédit grâce à mon argent dans mon compte canadien, ce qui est totalement vrai. Mais mon point ici, c'est simplement de dire que Bitcoin nous permet d'avoir une monnaie qui est vraiment internationale, qui a une demande pour cette monnaie-là à l'international. Donc, je vous dirais, c'est vraiment simple à utiliser lorsqu'on voyage de pays en pays, plus que tout le temps de manière simple de pouvoir les dépenser contre des biens et services locaux, ce qui est peut-être un peu moins le cas avec certaines devises internationales. C'est sûr que si par exemple on prend le dollar américain, qu'on veut le dépenser de manière locale, en général, surtout en Amérique centrale et Amérique du Sud, le dollar américain est vraiment accepté. Mais déjà là, ça peut être un peu plus compliqué si par exemple on arrive avec de l'euro. Après ça, un autre élément qui me fait dire pourquoi Bitcoin est la meilleure forme de monnaie, par exemple pour voyager à l'international ou du moins transporter sa richesse, c'est que d'un point de vue infrastructure, l'infrastructure est toujours présente autour de nous. C'est-à-dire que Bitcoin, tant et aussi longtemps qu'on a du réseau cellulaire ou même du réseau Internet, puis je vous dirais maintenant de nos jours, grâce à Starlink par exemple, le réseau Internet est vraiment disponible même dans les endroits les plus reculés. On était par exemple en plein milieu de la Patagonie, en Argentine ou au Chili, et puis tous les hôtels, les restaurants, les commerces utilisaient par exemple Starlink qui prend l'Internet des satellites. Donc vraiment l'Internet et le réseau cellulaire de nos jours, on peut s'entendre que c'est extrêmement, on pourrait dire, démocratisé. Donc par défaut, aussitôt qu'on a de l'Internet ou du réseau cellulaire, Bitcoin est utilisable. Parce que Bitcoin, on a seulement besoin d'un réseau Internet, par exemple, et également de portefeuilles décentralisés. Puis par exemple, dans un cas comme quand on utilise le portefeuille Bull Bitcoin, disons que j'arrive chez un commerçant qui désire accepter le Bitcoin, j'ai pas besoin d'avoir, par exemple, un moniteur pour paiement par carte ou quoi que ce soit. Il y a seulement besoin d'avoir un portefeuille Bitcoin, et puis grâce à Bull Bitcoin, par exemple, en dedans de 2 minutes, tout est réglé, la personne s'est créé un portefeuille, le paiement est fait. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que d'un point de vue matériel, on n'a pas besoin de terminal de paiement, comme qu'on a besoin, par exemple, pour les cartes de crédit. Et puis après ça, si on retourne l'argument vers le cash,
En fait, c'est que le cash, lorsqu'on débarque dans un nouveau territoire, il faut aller à un ATM. Et puis le gros problème avec les ATM, par exemple, pour aller retirer de l'argent cash, ben, premièrement, on a tout ce qui est les frais, et puis aussi on a leur manque d'accessibilité. Puis également, je peux rajouter une couche à ça, c'est une expérience personnelle que j'ai vécue, c'est que par exemple, j'avais fait un retrait d'argent américain au Costa Rica. Ils m'ont donné des billets, qu'il me restait des billets américains lorsque j'ai passé la douane du Nicaragua. Et puis pour payer notre frais de douane au Nicaragua, ils nous demandaient des dollars américains. Je leur ai donc donné le dollar américain que j'avais, mais cependant pour eux, il était trop abîmé. Ça veut dire qu'ici, on peut comprendre que par exemple, on se fait donner un billet, mais si le billet n'est pas accepté, ben en fait, on peut même pas l'utiliser. Des choses qui arriveraient pas avec Bitcoin, parce que du Bitcoin, ben c'est pas endommageable. Et puis, comme je le disais avec ma rhétorique, en soi, on a seulement besoin de Internet et d'un portefeuille qui l'accepte. On n'a pas besoin de terminal de carte, on n'a pas besoin non plus d'avoir un billet en état, rien de ça. Et puis, en plus, on paye pas de frais pour pouvoir utiliser nos dollars, contrairement, par exemple, à un guichet ATM. Et puis, je vous dirais deux autres gros désavantages qui, selon moi, sont liés à l'argent liquide, donc couramment appelé le cash. Ben, c'est en fait ça ici. Vous voyez, en fait, je me retrouve avec plein de papiers inutiles à la fin de mon voyage qui n'est pas réellement échangeable à un bureau de change parce que la réalité, je sais pas si vous avez déjà essayé de payer un repas, par exemple, en Argentine, en Indonésie. Ben, en fait, pour l'équivalent, par exemple, de 200 $ pour se payer un bon souper à un bon restaurant, ben, on se retrouve avec des montagnes d'argent qui, en fait, le dollar ne vaut rien. Donc, on fait juste se retrouver tout le temps avec plus en plus de change qu'on n'est pas capable d'aller échanger parce qu'à la fin de la journée, tout cet argent vaut à peine 20 $. Et puis ce que je veux dire par là, c'est que non seulement les papiers peuvent s'endommager, mais en plus c'est difficilement échangeable et on se retrouve toujours pris avec du change qu'on n'utilisera jamais. Alors que Bitcoin, le Bitcoin qui est non dépensé, reste dans votre portefeuille et peut être réutilisé à votre guise. Tandis que maintenant, si je vais m'acheter un sandwich avec ces papiers-là ici au Canada, eh bien ça vaut rien. Et puis maintenant, si on retourne d'un point de vue carte de crédit, parce que là je sais, par exemple, on pourrait me dire « Ah, mais t'auras pas de papier si tu utilises seulement une carte de crédit que tu rembourses. » Mais c'est que la réalité avec la carte de crédit, c'est que c'est vrai que c'est bien, en théorie, tout fonctionne lorsque les gens ont un terminal, et puis qu'ils ont même besoin d'Internet pour leur terminal. Ça, en théorie, vous avez raison. Cependant, le point avec les cartes de crédit, qui vient selon moi encore une fois donner un avantage à Bitcoin, c'est que disons que vous vous retrouvez dans un pays que vous n'aviez pas prévu votre carte de crédit que vous alliez aller, ben parfois ils peuvent vous bloquer. La carte de crédit peut être endommagée, vous pouvez la perdre également. Et puis ça, si vous perdez une carte de crédit à l'étranger, vous allez voir, c'est extrêmement dur d'en recevoir une nouvelle. Et puis deuxièmement, si elle est bloquée, vous devez communiquer avec la banque pour pouvoir réactiver le tout. Donc ça, pour moi, déjà là, ça donne un avantage à Bitcoin parce que Bitcoin ne sera jamais bloqué. Vous avez le contrôle sur votre argent. Donc d'une manière directe, le fait que Bitcoin est dépensable à travers le monde, à travers différents intermédiaires, que le fait que le Bitcoin n'est pas endommageable, facile à transporter et puis qu'on se retrouve pas avec plein de papiers ici, et également le fait qu'il n'est pas bloquable, ben déjà ça me prouve que c'est une monnaie qui est nettement supérieure à toutes les autres formes de monnaie pour être dépensée à travers le monde, par exemple lorsqu'on voyage ou simplement par exemple dans un contexte d'expatriation par exemple. Et puis pour finir la vidéo, vraiment en deuxième partie du vidéo, comme je mentionnais, je vais un peu vous partager mes observations de comment une monnaie fiduciaire impacte directement les gens qui vivent sur le territoire. Et puis ici, je vais prendre deux exemples vraiment marginaux qui est l'Argentine ainsi que le Salvador. Et puis ça ici, c'est vraiment un fruit de mes observations. Donc juste prendre en compte que ce n'est peut-être pas la réalité à 100%. Mais ce que j'essaie de dire ici, c'est vraiment de montrer d'un point de vue imagé à quel point la monnaie fiduciaire a un énorme impact sur la qualité de vie des gens sur place. Donc, l'exemple, je vous dirais, qui est très marginal, et puis c'est l'exemple du pesos argentin. Puis ça, je crois que je dis présentement que c'est marginal, mais c'est un peu une réalité qui va arriver à travers le monde, et puis qui arrive déjà à travers le monde. Mais ici, je vous dirais, l'Argentine l'a vécu de manière très rapide, et puis j'aime dire qu'ils sont peut-être un 10 à 15 ans avant l'Amérique et l'Europe. Donc, ce que je veux dire ici, c'est ce qui est arrivé, c'est que en dedans de 20 ans, le pesos argentin s'est fait dévaluer de presque 1000 fois. Donc, ce que je veux dire, c'est que les gens, par exemple, qui détenaient $1 argentin contre le dollar américain, ben, ils se sont fait complètement décimer. Là, c'est sûr, le gouvernement, par exemple, avait mis en place, je vous dirais, des outils pour pouvoir un peu tempérer cette dévaluation-là. Par exemple, les Argentins peuvent s'exposer à des bons du trésor, qui va donner du rendement de 40%, 57%, 60%. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, c'est bien, on donne un outil pour les gens qui ont de la liquidité, mais les gens qui n'ont pas de liquidité et puis qui sont, je pourrais dire, à découvert de cette dévaluation monétaire-là, en fait, se sont fait complètement ramasser par l'inflation. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'on le voit directement, par exemple, lorsqu'on se promène dans les rues, ou même, je vous dirais, lorsqu'on visite un peu les différentes villes ou les différents secteurs du pays. Ben, premièrement, une des grosses observations qu'on voit, c'est les menus du restaurant qui sont constamment en train d'être changés.
Puis si par exemple vous regardez sur Google et puis vous regardez par exemple un café que vous désirez aller manger une bouchée, ben, vous allez voir les prix des anciens menus et le prix du menu que vous avez actuellement, c'est complètement différent. Les prix ont plus que doublé, triplé. Donc déjà là, ça c'est en l'espace de quelques années, on voit encore l'effet. Et puis après ça, il y a aussi tout le côté, je pourrais dire, de l'entretien des bâtiments par exemple. Parce que si quelqu'un avait acheté un bâtiment il y a 20 ans, et puis qu'il était déjà, on pourrait dire, à côté, dans le sens que les paiements se faisaient, mais que ça devenait de plus en plus dur, eh bien maintenant, l'entretien, le maintien de cette bâtisse-là est beaucoup plus dur. Et puis je crois que c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué à Buenos Aires, c'est la beauté des bâtiments, mais dont peu sont entretenus. Et puis ça, je crois que c'est un peu un effet direct de l'inflation et du coût de la vie qui ne cesse d'augmenter d'un point de vue que les salaires moyens ne montent pas autant vite que la dévaluation monétaire. Donc, c'est sûr que les gens vont délaisser certains concepts, comme l'entretien de certaines bâtisses. Et puis là, encore une fois, c'est pas tous les propriétaires qui vont le faire. Certains sont mieux outillés que d'autres, mais c'est une réalité qui est observable. Donc, je dirais de voir les menus qui sont constamment en train de changer. Et puis de voir, je vous dirais, tout ce qui est les infrastructures être un peu en dégradation. C'est assez marquant. Donc, ici, mon point, c'est simplement de dire, on a un pays qui a vécu vraiment une hyperinflation, que leur monnaie s'est faite complètement dévaluer. Et puis ça a un impact direct, par exemple, sur les commerçants, qui se doivent toujours de réviser leurs prix. Et puis ça, d'un point de vue chaîne d'approvisionnement, ça devient très compliqué. Et également, on le voit directement sur la population, la qualité des infrastructures, qui semble avoir un effet. De l'autre côté, par exemple, on a le Salvador qui, eux, ont adopté un standard Bitcoin et l'utilisation du dollar américain. Donc, premièrement, lorsqu'on regardait la courbe, par exemple, du pesos argentin, versus le dollar américain, ben eux, ils vont plutôt suivre la courbe du dollar américain. Donc, se sont adossés à une monnaie puissante, reconnue à travers le monde. Donc, déjà, c'est un avantage. Et puis, leur deuxième avantage ici, c'est que le Bitcoin est vraiment démocratisé dans l'utilisation. Après ça, il faut comprendre que c'est certaines personnes éduquées qui comprennent Bitcoin qui vont l'utiliser. Ce n'est pas la majorité des gens. Mais l'exemple que je vais vous donner concret ici, c'est par exemple l'école de surf où ce que j'allais prendre des cours de surf à Horizonte, qui est Bitcoin Beach. Donc, c'est sûr qu'ils sont plus sensibilisés. Le propriétaire est en fait un Salvadorien qui a vécu une dizaine d'années en France lorsqu'il y avait beaucoup de violence. Il a fait ses études là-bas, il a marié une Française et puis il est revenu au Salvador. Et lui, il m'expliquait qu'il aimait beaucoup le standard Bitcoin parce que ce qu'il fait, c'est que par exemple, lorsque des clients comme moi vont le payer en Bitcoin, lui, c'est sa manière de faire un peu du DCA. Oui, il va convertir une certaine partie des bitcoins en monnaie fiduciaire, donc par exemple le dollar américain, pour pouvoir payer, par exemple, s'il a besoin d'acheter des nouvelles planches de surf, pour pouvoir payer ses employés, pour faire les dépenses générales. Mais après ça, le bitcoin restant, lui, agit plutôt comme un peu un compte épargne. Et puis ça, c'est vraiment le lien que je veux faire avec mon dernier point sur le fait que Bitcoin est un outil qui est extrêmement puissant pour le commerce international. Et puis la raison pourquoi c'est extrêmement puissant pour le commerce international, c'est vraiment simple. Comme le dollar américain est très puissant pour le commerce international, puisque la majorité des échanges commerciaux à travers le monde sont réglés en dollars américains, mais par exemple, quelqu'un qui est en dollars américains ou une grande devise comme l'euro peut facilement échanger son euro contre d'autres types de dollars pour pouvoir faire des échanges internationaux. Mais dans un cas où on est un petit pays comme le El Salvador, d'avoir une devise qui va être acceptée à travers le monde, ça devient rapidement compliqué. Et puis souvent, puis ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en Afrique, ou qu'on voit aussi beaucoup dans les pays, par exemple de l'Amérique du Sud, c'est que de devoir échanger sa devise contre une monnaie plus puissante, comme par exemple le dollar américain, on va se faire prendre un gros frais de change, puisque il y a personne qui veut notre monnaie. Donc ça nous sert à quoi d'avoir une monnaie qui va être dévaluée par la suite? Donc les gens, pour pouvoir échanger de manière internationale, ils se doivent d'avoir des dollars américains. Et puis ça, ce que ça fait, c'est que, comme je vous dis, lorsqu'on échange nos dollars locaux contre des dollars américains, par exemple, ça crée une certaine dévaluation directement de notre dollar, de notre pouvoir d'achat. Parce que seulement échanger notre pesos argentinien, par exemple, contre du dollar américain, on paye déjà un gros frais de change. Alors que Bitcoin, de l'autre côté, étant donné qu'il y a une grande demande internationale et puis que Bitcoin est très liquide et facilement échangeable, par exemple, la personne au Salvador qui veut s'acheter des surfs à une compagnie américaine pourrait simplement se dire, moi, je vais le payer en Bitcoin. Et puis, le commerçant, lui, va recevoir en dollars américains. Parce qu'un peu comme je vous montre dans mon vidéo, dans lequel j'utilise SynPay Mobile avec Bull Bitcoin pour payer un café au Costa Rica, en fait, moi, j'envoie du Bitcoin, mais le commerçant reçoit du dollar américain. Donc, directement, puisque Bitcoin a une grande demande internationale, versus, par exemple, certaines devises internationales, déjà là, on a un avantage de commercer en Bitcoin. Donc oui, c'est vrai, on peut utiliser le dollar américain, mais le dollar américain, à la fin de la journée, là on le voit en plus avec la situation qui se passe présentement en Iran, va être challengé, et aussi on va faire face à des intermédiaires qui, eux, vont un peu contrôler son offre et sa demande contre notre propre dollar local. Donc on est mieux d'avoir une devise qui est beaucoup plus internationale,
déjà là, ça me donne un certain avantage pour le commerce international. Donc vraiment, pour en faire la conclusion de cette vidéo, mon point ici que je voulais vous apporter, c'est que pour moi, une bonne monnaie, c'est une monnaie qui est facilement transportable, facilement échangeable, qui peut pas se faire dévaluer par un gouvernement ou qui a un choc sur sa monnaie à cause des actions du gouvernement. Puis ça, encore une fois, on peut prendre l'exemple de pays qui sont en guerre comme l'Ukraine, l'Iran, où ce que toutes les devises se sont réellement écoulées face aux sanctions, par exemple, internationales. Et puis qui veut dire qu'elle est complètement indépendante d'un système centralisé. Donc, en réalité, Bitcoin est la seule monnaie qui coche toutes ces cases-là. Donc, c'est vraiment pour ça que je vous dis, d'un point de vue théorique, je vous ai souvent expliqué pourquoi Bitcoin, selon moi, est la meilleure forme de monnaie. Mais lorsqu'on la regarde d'une manière pratique, comme que j'ai pu expérimenter durant mon voyage, je crois que ça renforce encore plus ma thèse. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions sur mon expérience, n'hésitez pas de les mettre en commentaire. Et puis, encore une fois, je vous invite à aller écouter mes derniers petits shorts sur comment j'utilisais Bitcoin à travers le monde. Je pense que ça peut vous montrer d'une manière concrète vraiment son utilisation, peu importe où ce qu'on est dans le monde. Et puis, selon moi, ça justifie bien ma thèse que je vous évoque aujourd'hui. Donc, sur ça, je vous dis à très bientôt. Au revoir.